Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour et bon dimanche à tous en ce dimanche 6 septembre 2015, 15e dimanche après la Pentecôte. Bienvenue dans le libre journal de la Résistance et de la Reconquista. Préparation de coup d'État oblige, l'émission a été préenregistrée il y a quelques jours. Nous ne pourrons donc pas lire vos messages en direct, mais bien entendu, si vous voulez nous écrire, ce sera avec plaisir et j'en prendrai connaissance donc après et on évoquera le sujet éventuellement dans la prochaine émission. Pour cette émission de rentrée, après des vacances reposantes, je voulais une émission positive et légère pour vous donner du courage à l'ouvrage. Nous allons donc évoquer la rentrée littéraire, particulièrement destinée à nos chères têtes blondes. Et oui, parce que chez nous, les têtes sont blondes. C'est comme ça, n'en déplaise aux esprits grincheux. Alors, avant de donner la parole à mes deux invités, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent et n'entendent pas assez souvent à cette antenne, malheureusement, mais c'est comme ça, Valérie Daubigny et Anne-Laure Blanc, que je salue. Et je vais d'ores et déjà donner la parole à une grande éminence, quelqu'un que j'apprécie particulièrement, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir dans mon émission, que vous avez déjà entendu. Il s'agit de Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon, qui a eu une actualité de fin d'été particulièrement chargée et que je voulais avoir à ce micro, d'abord parce que c'est toujours un plaisir et en plus pour qu'il puisse nous faire un petit bilan justement de cette fin d'été très très chargée. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Comment allez-vous? Pas trop fatigué? Non, vous savez, on se prépare à la rentrée. Entre 5 ans de voyage dans tous les sens et puis l'université d'été de la Sainte-Baume, j'imagine que vous avez été déjà, votre rentrée elle est faite depuis longtemps. Oui, l'été a été particulièrement chargé avec différents sujets et différents voyages. Alors, on évoquera ces voyages avec vous si vous le souhaitez. Je voulais en priorité vous interroger et vous proposer de faire un petit bilan de l'université d'été de la Sainte-Baume qui a beaucoup fait couler d'encre pendant l'été, en tout cas en cette fin d'été il y a quelques jours, mais sans que finalement le sujet principal de cette université d'été soit évoqué et évidemment sans que le bilan soit tiré et donc on sache un petit peu ce qu'il en a été. Donc les polémiques, comme vous le savez, c'est pas ma passion. En revanche, le concret et le fond, là ça m'intéresse. Et je voulais vous entendre sur ce sujet-là, en particulier. Oui, merci. Je salue tous les auditeurs et simplement, il me semble qu'à la suite effectivement de ces universités d'été, c'est la 5e session qu'il y a eu à la Sainte-Baume, où le thème c'était cette année médias et vérité précisément. Voilà, là vous avez été servi. Vous avez été bien inspiré. Nous avions, comme chaque année, un triptyque qui structurait l'ensemble de ces universités. À la fois, c'est dans un lieu, un sanctuaire, donc un lieu de prière. Il y a la liturgie qui est régulièrement célébrée par les frères dominicains et qui scandait l'ensemble des 3 journées passées avec une centaine de participants. Ensuite, un deuxième temps qui est la formation à l'enseignement social de l'Église. Essentiel, oui. Voilà, et qui donne finalement la possibilité à un certain nombre de personnalités, l'enseignant Morero, qui est l'évêque de Fribourg, au père Loïc Lebotte, qui est le provincial des Dominicains de la province de Toulouse, et à d'autres intervenants de réfléchir à cette notion aujourd'hui dans un contexte assez relativiste de vérité. Qu'est-ce que la vérité? Comment la porter au monde, comment la transmettre, et puis cette vérité, on doit la communiquer, et c'est là qu'intervient le contexte médiatique dans lequel notre société évolue. Pour beaucoup de médias, ça semble être un gros mot presque, la notion de vérité. Voilà. Alors la troisième thème, enfin troisième dimension plutôt des universités, c'est chaque année il y a un débat avec des personnalités politiques qui toutes se réclament de la foi catholique, mais qui sont de sensibilités très différentes les unes des autres. Donc chaque année, ce qui permet de faire un débat d'ailleurs. De vraiment développer un débat contradictoire. Et pas simplement pour la joie de débattre, le goût de la controverse, mais c'est aussi pour que, à travers cette disputatio, nous puissions essayer de chercher la vérité en nous appuyant sur le magistère de l'Église, l'enseignement, la doctrine sociale
pontificale de l'Église en particulier. Donc cette année, effectivement, nous avons défrayé la chronique parce que... Je vous le confirme. Invité parmi d'autres sensibilités politiques, Madame Marion Maréchal Le Pen. Les autres intervenants dans la table ronde étaient un député, le député Mariton, qui appartient au groupe des Républicains, et puis qui n'est pas vraiment de confession catholique. Non, sa mère est catholique, mais surtout son père est catholique, mais sa mère est d'origine juive. Oui. Et puis il y avait un ancien député maire socialiste de Corse, et puis un représentant du groupe Sens commun, qui soulignait aussi la présence de nouvelles générations. Donc c'était cet échange-là qui a été nourri. Moi, j'ai participé non pas comme intervenant, j'ai introduit simplement la table ronde, mais j'ai assisté à l'ensemble des échanges. Ils étaient nourris, ils étaient francs, directs. Est-ce qu'ils étaient constructifs ? Ils étaient, je trouve, très très constructifs, parce que les journalistes, il y avait un journaliste de la vie, il y avait un journaliste aussi de famille chrétienne, le rédacteur en chef Émeric Courbet, qui est d'ailleurs famille chrétienne associée aux universités, ont donné le là et ont posé à l'aune des grandes questions de notre temps, mais réfléchies dans la perspective de l'enseignement moral de l'Église, des questions qui me semblaient très très opportunes, pertinentes et incisives. Par exemple, est-ce que c'est un thème qui est souvent débattu, la place de l'immigration, la place de l'étranger dans la société, la vision de l'Europe aussi, la dimension aussi de la solidarité, comme aussi des questions touchant au respect de la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Donc c'était un débat très très large sur différentes questions où chacun pouvait librement exprimer son point de vue. Et je crois que l'ensemble des membres de l'université, des participants étaient très très heureux, quelle que soit leur sensibilité personnelle à la qualité des échanges. Donc c'est ce que j'ai pu observer, je dirais dans une vision à la fois impliquée et distanciée. Je n'étais pas sur le podium, mais avec d'autres personnes, j'ai pu constater le bon ton des échanges, qui était en même temps vrai. Et bon, alors le rendu médiatique est tout autre, puisque on a l'impression que c'était perçu, ou en tout cas mis en scène, comme une labellisation de Marion Maréchal Le Pen. Cela dit, les médias auraient voulu lancer la campagne de Marion Maréchal Le Pen en pagaille, ils n'auraient pas fait mieux. Alors donc c'est sûr que là il y a une espèce de dévoiement médiatique. Mais précisément, moi je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux d'une telle université et de la place de l'Église. Je pense à cette phrase de Paul VI qui disait que l'Église est en conversation avec le monde. L'Église dialogue avec tous, même avec ceux qui la rejettent, qui la refusent, qui déforment son message de salut. Et il revient ensuite aux chrétiens d'opérer au cœur de ce dialogue un discernement évangélique pour retenir ce qui est conforme à l'enseignement du Christ, porter un regard critique, voire dénoncer ce qui contrevient à la doctrine sociale de l'Église. Et c'est l'attitude même du Christ qui, pour rassembler dans l'unité les brebis dispersées, s'est adressé à tous dans sa vie publique, même à ses contradicteurs, même à ses adversaires, même à ceux qui lui crachaient au visage. On ne va pas commencer à faire l'inverse de ce que le Christ a initié et attiser une culture, pour reprendre l'expression du pape François, une culture du rejet ou du déchet. Oui, voilà. Évidemment. Alors, donc, par rapport à cet esprit-là que les choses sont faites, ça ne me gêne pas de discuter avec des gens de droite ou de gauche, ou d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ce qui est intéressant, c'est qui sont qualifiés comme tels par d'autres, de toute façon. Voilà, on raisonne à partir souvent d'un formatage idéologique ou médiatique dans lequel on colle une étiquette à quelqu'un, mais il se définit pas par tel courant de pensée, il se définit comme une personne et on discute à hauteur de visage, et c'est ce qui fait la beauté du vrai dialogue tel que le Christ nous le propose dans la quête commune de la vérité. En tant que catholique, moi j'ai trouvé que justement cette démarche était tout à votre honneur et puis s'inscrivait vraiment
dans ce qu'était le message apostolique. Et je reconnais n'avoir pas très bien compris, ni même avalé le communiqué de presse de la conférence des évêques de France qui, tel le communiqué qui aurait pu arriver de n'importe quel média du système, est tombé dans tous les panneaux et n'a absolument rien compris de cette dimension justement de dialogue et d'ouverture et de réflexion constructive. J'imagine que vos camarades de l'épiscopat ont dû, pour certains, réagir et ont dû aussi être un peu étonnés de tout ce ramdam organisé autour de l'université de la Sainte-Baume. Oui, ça fait partie, si vous voulez, toujours des emballements médiatiques. Alors c'est normal que la conférence comme telle, ou de manière plus générale, qui n'est pas une superstructure, mais qui est un espace de communion, rappelle à tous et à chacun que il y a des points de difficulté, des points de fracture. Et je dirais ça s'applique à telle ou telle formation, mais je dirais aussi à toutes les formations. Oui, mais on aimerait les sentir aussi sensibles quand il s'agit du gouvernement ou de l'opposition. Et je crois que ça fait partie de si vous voulez, d'un vrai dialogue. Il ne s'agit pas de dire, voilà, on est des dialogueux et on gomme les différences comme si elles n'existaient pas. Il y a des arêtes qui structurent la pensée et il faut les rappeler. Et il faut rappeler aussi que l'Église peut interpeller sur tel ou tel aspect. Moi, ça me gêne pas dans le dialogue. Dire attention, quelle est la place du pauvre? Attention, quel est le respect de la vie dans tel ou tel programme politique? Notre rôle n'est pas de labelliser, de canoniser telle ou telle formation politique. Elle est dans un dialogue franc, clair, qui suppose une vraie écoute et une recherche commune du bien commun, de pouvoir marquer les principes d'humanité qui sont pour nous structurants. Et puis de voir à quel point aussi certains hommes politiques peuvent parfois être en incohérence totale entre les convictions qu'ils affichent et les programmes qu'ils défendent dans leur parti. Voilà, c'est le principe d'incarnation. Comment tel principe que l'on promeut, on le met en œuvre. Exactement. Voilà. Bon écoutez, donc globalement vous êtes très content du résultat et des fruits. Enfin, vous espérez des fruits positifs, mais il s'annonce plus. La moisson s'annonce bonne. Alors je pense qu'effectivement ce débat a permis de lever des jusque-là des interdits, mais c'est par la force des choses. Dans un département comme le mien, près de 40% de la population a voté Front National. C'est pas pour ça que moi je vais épouser les idées ou les thèses du Front National. C'est pas le sujet. Même de tel ou tel autre parti, c'est pas le sujet. Non, mais ce serait irresponsable de ne pas en tenir compte quand même. L'Église n'est pas à la remorque de tel ou tel parti, idéologie ou opinion publique mondaine, mais l'Église a la vocation et la capacité peut-être, en raison, je dirais, qu'elle est le sacrement de l'unité du genre humain, et bien, comme le rappelle le Concile, eh bien, elle a la capacité de pouvoir permettre de créer des espaces, des agoras de réflexion, de dialogue, encore une fois, pour essayer de rechercher ce bien commun qui permet ce qu'on appelle aujourd'hui vraiment le vivre ensemble. Et je crois qu'on a tous à s'enrichir de tels lieux de rencontre. Mais aujourd'hui, il est par des effets médiatiques clivants et aussi des démarches très idéologiques. Oui, c'est des vieilles barrières idéologiques. On rejette ce que l'on soupçonne de vouloir rejeter les autres, et donc il y a un processus qui fait qu'on est dans la tour de Babel, dans l'incommunicabilité et du coup dans l'agressivité, parce que quand on perd le dialogue, eh bien on conduit à la violence. Mais je souhaite que ce que vous avez semé et ce pourquoi vous avez témoigné puisse éclairer les hommes politiques, les médias, les journalistes et puis les autres diocèses pour que ces mêmes démarches se fassent dans une logique justement de paix et de construction commune. Pour le bien commun, évidemment. Voilà. Je sais que vous êtes assez pressé, Monseigneur, donc soyez libre de nous abandonner dès que nécessité se fera. Je sais que vous avez un emploi du temps plus que chargé. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup.
de ces moments avec vous, de ces éclaircissements qui étaient importants, et ça a permis aussi pour tous ceux qui n'avaient pas pu suivre en direct ces universités d'été de bien comprendre les enjeux fondamentaux d'ailleurs, notamment dans la perspective des élections régionales qui arrivent, où ces fameux points non négociables et cette cohérence politique va quand même être au cœur du débat. Merci. Je souhaite qu'elle le soit. Merci Monseigneur, priez pour nous et à très bientôt. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir Monseigneur. Eh bien voilà, je suis très heureux d'avoir pu, avec vous, chers amis auditeurs, faire le point sur cet événement qui a pris une ampleur importante pendant l'été, mais dont je crois on n'a pas mesuré réellement le poids. Alors, comme je vous l'ai dit, je voulais une émission légère, donc je ne reviendrai pas aujourd'hui sur l'état de déliquescence avancé de notre pays. Je ne vous parlerai pas de l'insondable nullité du gouvernement ni de leur criminelle incapacité. Nous aurons d'autres occasions d'évoquer ensemble la fausse vente humiliante de la Frème Normandie à l'Égypte, la non-vente des BPC Mistral à la Russie et le non-achat des Mirages par les Indiens qui en est la conséquence directe. Une irresponsabilité veule du hanneton de l'Elysée qui va coûter près de 30 milliards à la France. C'est en euros, et en francs, pour ceux qui veulent faire le calcul, ça fait plus de 200 milliards. Donc une petite paille. Et Flamby veut malgré tout aller faire la guerre au dernier chef d'État digne de son nom en Syrie, et seul capable de maintenir la paix au Proche-Orient. Pathétique, vivement le putsch, comme dirait l'autre. Dois-je évoquer avec vous l'illégitime et pitoyable conférence d'évêques de France? Non, par charité chrétienne. Je n'insisterai pas sur ces cas logiquement remarquables et étonnants. Je n'ai pas vraiment la tête à ça aujourd'hui, ni l'humeur assez badine. Il y a un an exactement, pour notre émission de rentrée, c'était le 7 septembre, je recevais l'un de mes amis, l'un de mes maîtres, pour une émission passionnante que j'ai encore complètement en mémoire, et vous aussi, chers amis auditeurs, peut-être. Cet ami nous a quittés il y a quelques jours, brutalement. Un ami, ça s'en va toujours brutalement, et ça fait toujours de la peine. Je veux donc lui dédier cette émission, le confier à vos prières, et confier à votre cœur et à vos prières Véronique, son épouse, et ses 3 filles. Emmanuel Ratier était un ami et un maître, un homme d'honneur et de courage, un soldat pour qui les mots fidélité et solidarité n'étaient pas vides de sens. C'était un pilier de Radio Courtoisie, c'était un pilier de notre famille politique, c'était un pilier du combat. C'était un pilier du combat pour la France et pour notre civilisation menacée. Je veux lui rendre hommage car à l'image de Serge de Beketch, c'est un très grand monsieur qui s'en est allé. Un monsieur très discret, qui faisait un soldat de l'ombre, qui faisait un travail absolument prodigieux et qui, par son sens de l'amitié, son sens de la fidélité et du combat et du bien commun, était réellement pour nous un modèle et était réellement pour moi, depuis des années et des années, un maître. J'étais abonné à sa lettre fait et document depuis presque l'origine. Je crois avoir lu à peu près tous ses livres, dont le dernier qui faisait l'objet justement de notre émission sur le vrai visage du crapaud valse. Et bien son départ effectivement nous a tous plongés dans une très grande peine. Une cérémonie pour lui rendre hommage aura lieu à Paris très bientôt, le 19 septembre il me semble, et vous serez bien entendu tenu informé. Je voudrais simplement vous relire un texte qui illustre à mes yeux ce qu'était Emmanuel Ratier. Quand il est mort, j'ai eu immédiatement en tête ce texte qui pour moi l'illustre. Cet éternel adolescent que je ne peux qu'assimiler dans le fond comme dans la forme à un autre éternel adolescent qui a bercé ma jeunesse, qui s'appelle Jean de Brême, qui était né le 2 août 1935 et qui aurait eu 80 ans cet été s'il n'avait été sauvagement assassiné par la police de Gaulle le 18 avril 1963 à Paris. Ancien officier parachutiste français et militant de l'OS, il a écrit une œuvre qui a été publiée par les éditions de la Table Ronde à titre posthume évidemment, qu'on a retrouvé après, qui s'appelait Le Testament d'un Européen. Et je voudrais vous en lire ou relire un extrait qui illustre à mes yeux ce qu'incarnait absolument parfaitement Emmanuel dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension philosophique, historique, culturelle et, pour reprendre un terme galvaudé, civilisationnel. Donc c'est un extrait du Testament d'un Européen de Jean de Brême. Taxez-moi de romantisme, qu'importe. Pour moi, le trésor du monde, c'est une infante de Velasquez, un opéra de Wagner ou une cathédrale gothique. C'est un calvaire breton ou une nécropole de Champagne. C'est le romancero du Cid ou le visage hugolien de l'enfant grec. C'est le tombeau des Invalides ou le grand aigle de Schönbrunn. L'Alcazar de Tolède ou le Colisée de Rome.
la tour de Londres ou celle de Galata, le champ de Budapest ou le quadrige orgueilleux de la porte de Brandebourg, devenu le poste frontière de l'Europe mutilée. Pour ces pierres, ces aigles et ces croix, pour la mémoire de l'héroïsme et du génie de nos pères, pour notre terre menacée d'esclavage et le souvenir d'un plus grand passé, lecteur, la lutte ne sera jamais vaine. Frêle Geneviève de Paris, patronne de l'Europe, seule contre les hordes de l'Est, tu symbolises notre esprit de résistance. Et toi, Alexandre, vainqueur blond au visage de Dieu, macédonien aux 10 000 fidèles, toi qui conquis le monde oriental avec ta foi et ton épée, debout, dressé contre le destin et l'histoire, tu symboliseras peut-être un jour le triomphe de l'Europe impériale. Bienvenue dans une partie de mes archives secrètes. Depuis 40 ans que je les constitue, aucune caméra n'a jamais pénétré ici. Je travaille jour et nuit depuis 40 ans, 7 jours sur 7. Je ne prends pas de vacances car je ne peux pas me permettre d'avoir des trous dans ma documentation. Donc ici, vous êtes dans une des pièces de mes archives maçonniques ultra secrètes, un endroit que je n'ai non plus jamais montré. Et donc je vais vous montrer, si vous voulez, quelques belles prises. Là, par exemple, vous avez franc-maçonnerie et politique, la franc-maçonnerie sous Giscard, le scandale du sang contaminé, la Nouvelle-Calédonie, les affaires en Corse, le scandale de la GMF. Là, vous avez une partie des loges du Grand Orient de France, la Grande Loge nationale française, un des dossiers sur la franc-maçonnerie et ses rapports avec l'Église. Vous êtes ici dans une des pièces où je stocke une partie de ma documentation politique. Par exemple, ce sont les F. J'ai 17 boîtes de F, ça vous donne une idée du travail. Je vais juste vous sélectionner une fiche de Caroline Forest, par exemple. Je pense que ça fera plaisir aux personnes qui regarderont cette vidéo. Donc vous voyez, j'ai tout un ensemble documentaire, comme par exemple, vous voyez la présentation de son association et l'ensemble des budgets qu'elle touche de la mairie de Paris, avec des choses extrêmement détaillées qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme le compte de résultats ou ce genre de choses. Dans le dossier Forest, donc il y a tout un ensemble de documents, par exemple sur les Femen, évidemment, qui se sont fait connaître par leurs actions dénudées. Tout cet ensemble documentaire m'a permis d'écrire en fait toute une série de livres avec des biographies extrêmement détaillées. Donc vous avez, on pourrait dire mon œuvre principale, l'Encyclopédie politique française, qui est un ouvrage de référence, qui est déjà en 2 volumes, qui regroupe les biographies des principaux hommes politiques français, les syndicalistes, les hommes d'église et les intellectuels, avec un certain nombre de documents. Vous voyez, c'est écrit très petit. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Donc, par exemple, comme des documents quand même assez particuliers, comme le Neinbrick de Versailles. Je vais vous montrer 2 exemples de scoops que j'ai publiés récemment. Donc, dans ce numéro, un dossier sur le lobby militaro-industriel américain qui s'emploie à ruiner Renault après avoir ruiné Peugeot, avec des documents évidemment exclusifs pour faire les documents. Un autre exemple, plus régulier, mais qui est tout aussi un scoop, chaque année, je publie en exclusivité la liste intégrale des personnalités invitées au dîner de gala du CRIF. Vous êtes ici à la librairie Facta, la librairie la plus dissidente de Paris. Je l'ai créée en 2005 pour qu'on puisse y trouver des livres complètement alternatifs, en dehors de tous les systèmes de pensée. Donc on y trouve aussi bien des livres de droite, de gauche ou apolitiques, mais des livres qui sont anti-système, anti-mondialistes et alternatifs. Donc par exemple, on propose des livres de contre-culture, on propose des livres du retour aux sources, on propose des livres de Salim Laïbi, on propose des livres d'Avatar, on propose des livres de Anne Kling, on propose des livres un peu de tout ce mouvement qui est en train de s'organiser petit à petit, chacun dans son coin, et qui n'en peut plus de ce qu'on nous dicte à la télévision ou en général dans les grands médias et qui se retrouve plutôt sur Internet. Voilà, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je voulais que vous puissiez entendre, avoir le plaisir de réentendre la voix d'Emmanuel, qui présente en plus son œuvre et le travail de bénédictin, comme il le disait lui-même, qu'il effectuait dans ses archives et dans son grenier. C'est un plaisir de l'entendre. Et pour conclure ce modeste hommage à Emmanuel, je voulais à nouveau citer Jean de Brême, qui concluait ainsi un texte sur le colonel Bastien Thierry en disant « Dors maintenant mon colonel, tu es entré dans la paix,
mais qu'ici-bas sur la terre, la malédiction demeure, que ton sang retombe sur les têtes des Pilates et des Judas, qui poursuivent leur vie d'insectes au prix d'un forfait si grand, et que nos larmes brûlantes de douleur et de colère fassent jaillir de la terre grasse d'Europe et d'Afrique la race nouvelle d'Occident. Merci pour tout, mon colonel, d'avoir vécu en français et d'être mort en officier, car le moment est venu où, après un tel exemple, tu vas nous obliger à vaincre. Merci pour tout, Emmanuel, que le Seigneur te protège sur la route où veillera ton ange, que la Vierge te montre le chemin des étoiles où nous nous retrouverons un jour.